Chaque jour, ils construisent le Web3 selon leur vision et leurs convictions. Dans Behind the Chain, des builders passionnés vous partagent leurs expériences et leurs conseils pour réussir, vous aussi, dans le Web3. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et à en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois André Dibé. Il est cofondateur et CEO de Kamea Labs. Comment tu vas, André ? Ça va très bien et toi, Romain? Bah écoute, en pleine forme, toujours la patate quand je commence la journée par un enregistrement de podcast. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous présenter le début de ton parcours pro? Bien sûr, donc moi déjà, je suis un entrepreneur libano-canadien. J'ai grandi au Liban et je suis venu en France dès 2012 pour faire mes études. Parcours assez classique, prépa, école d'ingénieur et tout ça. Et j'ai commencé à travailler en 2019 quand je cherchais mon stage de fin d'études de l'école des mines de Paris où j'étais et que j'ai commencé à travailler chez Sharpstone, qui est un petit cabinet de conseil en financement de l'innovation. C'est-à-dire, grossièrement, que j'avais des clients qui étaient des startups qui avaient levé des fonds et je m'occupais d'optimiser leur financement, donc de déposer des dossiers d'aide BPI ou de faire des optimisations avec le crédit d'impôt, le statut jeune entreprise innovante. Parfois, j'allais même postuler à des concours d'innovation à l'échelle nationale ou même européenne. Et c'était pour moi, comme j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, c'était un parfait tremplin pour moi parce que j'étais tout le temps au niveau des CEO et CTO de startups dans leurs problématiques, à tout apprendre de ce qu'ils font, de leur stratégie, de leur développement, de leur marché, de leur tech, pour pouvoir les défendre justement dans des dossiers. Ok, alors je comprends bien le lien avec Kamea Labs tu vas nous parler bien entendu en détail juste après. Mais peut-être avant, alors qu'on aille sur la genèse de Kamea Labs, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as rencontré le Web3 précisément? Alors j'ai eu de l'intérêt pour les cryptos à partir de 2017 quand j'ai vu le bull run. J'ai commencé à regarder un peu les différentes cryptos en 2018, mais sans plus à ce stade, et j'avais pas investi encore. Et je me concentrais surtout à essayer de comprendre pourquoi il y avait autant de cryptos. À l'époque, je regardais c'est quoi la différence entre Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, donc les noms qui apparaissaient en haut de la market cap, tout simplement. Mais j'y comprenais pas grand-chose, pour être honnête. Et c'est dès 2019, quand j'ai commencé à travailler chez Sharpstone, que j'ai parlé un peu de cet intérêt que j'avais eu et qu'ils ont dit, bah, ça tombe bien, on vient de signer un client dans la blockchain, c'est le premier et personne n'y comprend rien. Peut-être que toi, tu vas pouvoir faire un dossier dessus. Donc, on m'a donné un premier client dans la blockchain et je me suis tellement attaché à essayer de comprendre en diguant bien, en creusant son white paper et ses différents documents, que j'ai fini par comprendre un peu comment ça marchait la blockchain. Et là, ça a été le rabbit hole, comme on dit. Je me suis passionné du sujet. J'ai lu énormément de white papers pour me former, entre guillemets, d'un point de vue technique et tokenomie, voir quelle était la relation entre les protocoles blockchain, ce qu'on pouvait faire avec la blockchain et les cryptos, justement, que j'avais déjà commencé à voir un an auparavant. Et donc, je suis devenu le référent de la blockchain chez Sharpstone. Et on m'a envoyé tous les clients qui étaient dans ce domaine-là pour que je puisse leur faire des dossiers de financement. Et c'est comme ça que je suis vraiment, pendant un an, commencé à rentrer dans le côté technique de la blockchain avant finalement, à partir de 2020, de commencer à investir. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour les précisions sur le début de ton parcours. Alors, on a maintenant, je pense, les 2 briques importantes de ton parcours qui sont finalement l'expertise que tu as pu développer sur le financement de l'innovation et l'autre expertise qui était sur, on va dire, le secteur blockchain, c'est-à-dire aider des projets qui sont dans ce secteur-là à se financer. Comment t'en es arrivé finalement à te dire, ok, moi je vais potentiellement demain proposer une solution qui va permettre de financer des startups, mais en utilisant cette fois-ci la technologie Web3. Il y a plusieurs facteurs qui m'ont amené à cette réflexion et qui ont mené à Kamea Labs. Déjà, chez Sharpstone, il y avait une problématique pour les projets blockchain que j'accompagnais.
qui était que souvent ils levaient en token et que les financeurs en France et en Europe ne sont pas du tout habitués à ça. Donc normalement ne financent pas sur cette base-là. Et j'ai trouvé une solution à ce moment-là pour réussir à faire des leviers non dilutifs sur les levées de fonds en token avec des rescrits fiscaux, avec le statut JEI activé, avec tout un tas de choses qui finalement ont pu marcher. Et donc c'est la première fois que j'ai commencé à rentrer vraiment dans essayer de résoudre un problème dans le secteur du Web3. Et ça m'a beaucoup passionné. Donc, j'ai voulu aller plus loin à partir de là et essayer plutôt de m'intéresser au financement privé. Alors, au même moment, comme j'avais commencé à travailler depuis à peu près un an, je commençais à faire mon tout début d'épargne de fin d'études, donc 3 4 000 euros. Et je me suis dit, bah, c'est génial, j'accompagne des startups toute la journée, surtout dans le Web3. Je vais commencer à investir dedans. Et d'un côté, j'avais des clients Web3 qui levaient en token où je pouvais mettre 100 euros dans leur ICO si j'avais envie. De l'autre côté, les clients qui levaient en equity, c'était impossible d'investir moins de 20 000 euros. Je suis allé les voir avec 1 000 euros, ils m'ont dit non, c'est 20 000 euros minimum. Alors j'ai eu la bonne idée d'aller voir le fonds d'investissement de Sharkstone en me disant si je leur donne 1 000 euros à eux, comme ils ont plein d'argent par ailleurs, ça fera pas de différence, je pourrais investir à travers eux. Ils me disent non, il faut être investisseur professionnel, c'est un statut que donne le régulateur aux investisseurs et il faut avoir au moins 150 000 euros à investir. Et donc là, j'ai été vraiment frustré. Et d'un côté, je voyais que c'était facile avec la blockchain et dans le monde de la finance traditionnelle, bah, c'était impossible pour un petit investisseur comme moi de profiter des opportunités, même si j'y avais accès et que je connaissais bien les startups dans lesquelles je voulais investir. Et donc, c'est ça qui m'a amené à la réflexion d'essayer de trouver le moyen de rendre aussi simple qu'une ICO l'investissement dans ce qu'on veut, dans des fonds d'investissement ou dans des startups, par exemple. Et c'est comme ça vraiment que le Web3 et mon expérience personnelle dans mon travail m'ont mené à la genèse de Kamea Labs. Ok, bah écoute, c'est hyper intéressant. Alors, t'as devancé ma question suivante, qui était finalement de voilà de te demander à quel point de douleur vous alliez répondre avec Kamea Labs. Mais peut-être que tu peux nous détailler un peu plus ta vision et notamment, tu vois, alors votre produit finalement, il s'adresse à deux types de, on va dire, de cibles. Il y a d'un côté les investisseurs, on va dire plutôt les petits investisseurs, et puis d'un autre côté aussi ensuite. Il y a les entreprises qui ont besoin de se financer. Donc voilà, est-ce que tu peux aussi nous expliquer peut-être comment tu arrives, toi, avec ta solution, à faire le lien entre les deux? Oui, bah, notre vision, c'est de permettre à tout le monde d'investir comme ce que j'appelle le top 1% des investisseurs. Donc en fait, les plus riches, mais aussi les institutions, les fonds d'investissement, les family office. Et il faut bien comprendre pourquoi aujourd'hui les investisseurs particuliers n'ont pas accès aux mêmes opportunités que les plus riches. Et c'est tout simplement parce que quand on analyse la réglementation financière et comment marche aujourd'hui l'investissement, tout passe par des intermédiaires qui sont des véhicules financiers. Ça veut dire que si toi et moi on veut investir, Romain, on doit mettre notre argent en commun dans des sociétés intermédiaires ou dans des fonds intermédiaires ou dans n'importe quel véhicule financier qui va lui-même faire l'investissement dans ce qu'on veut vraiment acheter à la fin. Et donc ce système-là est quand même assez risqué, assez complexe, demande beaucoup d'opérations, fait intervenir beaucoup d'intermédiaires, et donc ça met in fine des hautes barrières à l'entrée pour tous les investisseurs qui ne sont pas des investisseurs professionnels. C'est pour ça qu'il y a deux niveaux d'investisseurs aujourd'hui. Et donc, ce problème que rencontrent les investisseurs particuliers, on se rend compte que c'est aussi un problème pour les professionnels de l'investissement et les entrepreneurs qui, eux, cherchent à lever des fonds continuellement, soit pour réaliser leurs projets, soit pour investir dans des projets. Et au final, ces deux personas, ces deux parties prenantes de l'investissement, n'ont pas accès au capital des particuliers. Même si, au final, la somme de l'épargne dans le monde entier est supérieure à la somme qui est investie dans les marchés financiers dits privés, donc contrôlés principalement par les fonds d'investissement. Et donc notre vision, c'est de permettre à tout le monde d'investir dans tous les actifs qu'ils veulent, dans du capital de start-up, dans de l'art, dans de l'immobilier, dans de la production audiovisuelle, dans des fonds d'investissement, et aussi donc de résoudre ce même problème pour les entrepreneurs et les fonds d'investissement en leur permettant de toucher directement du capital particulier. En d'autres termes plus simples,
C'est de devenir la banque d'affaires de tous les investisseurs. Ok, jolie punchline, la banque d'affaires de tous les investisseurs. Ce que je te propose aussi, c'est peut-être que tu nous donnes un peu de détails sur finalement l'expérience utilisateur que vous allez proposer à un investisseur particulier. Tu vois, voilà, moi, si j'arrive sur la plateforme de Kamea Labs, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je clique, ça va être quoi un peu le process d'onboarding, on va dire, de l'arrivée sur le site jusqu'à la signature d'un premier investissement? Donc, tu te connectes avec un compte classique, mail et mot de passe. À l'entrée à ta première connexion, tu as un KYC, ce qui permet, c'est-à-dire qu'on vérifie ton identité et le fait que tu es un investisseur legit qui n'a pas trempé dans des affaires louches. Une fois que tu as passé ton KYC, tu débloques un compte. Par compte, on appelle déjà une stack de un IBAN plus des wallets sur toutes les blockchains sur lesquelles il va y avoir des investissements. Alors, je précise, dans notre spécialité technique, il y a deux choses. Il y a la self-custody. Comme j'ai dit tout à l'heure, on attaque le problème des véhicules financiers. On les supprime. Donc, ça veut dire qu'on parallélise tous les flux au moment d'un investissement depuis les comptes individuels de chaque investisseur et on ne met plus en commun dans des véhicules intermédiaires les fonds de tout le monde. Donc, ton compte sur la plateforme Kamea, c'est déjà tout un tas de wallets qui sont self-custodial. En d'autres termes, si nous, on fait faillite, tu garderas ton wallet avec tous tes investissements, contrairement aux exchanges centralisés comme FTX par exemple. Donc, tu as déjà ce compte-là. Tu peux le fournir en euros ou en crypto à ta guise. C'est la même chose pour nous. Et donc, tu vas avoir un solde en euros directement et tu pourras commencer à investir dans les projets qui seront listés en dessous de ton compte. Et par projet, il y a de l'investissement direct. Tu peux investir dans des startups qui lèvent, dans des projets qui vendent des cryptos en vente privée ou en ICO, dans des actifs tokenisés, que ce soit de l'immobilier, de l'art ou des choses plus funky comme des Rolex ou des voitures de collection. Et tu pourras aussi t'organiser avec d'autres investisseurs, donc c'est ce qu'on appelle les club deals, mais sans véhicule financier. C'est ça la particularité toujours de notre technologie et de notre plateforme. Donc ça veut dire que c'est le début des DAO d'investissement. Chacun aura son propre compte, modélisé par son propre wallet, et pourra voter des intentions d'investissement dans des projets. Et une fois que les votes passent, ça exécute les transactions directement depuis les comptes individuels de chacun. Tu pourras aussi te connecter à des fonds d'investissement et les laisser gérer directement ton wallet sans pour autant avoir besoin de mettre en commun tes fonds avec leurs autres investisseurs. Ça veut dire que le fonds d'investissement qui va s'occuper de toi aura un accès délégué pour gérer les transactions sur ton wallet, sur ton compte sur Kamea, mais n'aura pas accès à ton compte directement. Tu es le seul à avoir les codes d'accès, donc la clé privée, en d'autres termes, pour pouvoir manipuler complètement ton wallet. Et bien sûr, une fois que tu t'offboard, ça veut dire une fois que tu exites des investissements et que tu veux les repasser sur ton compte bancaire en euros, tu seras accompagné sur le côté fiscal, c'est-à-dire que tu recevras au moment de l'offboarding un CERFA qui résume déjà tes opérations et donc ce que tu dois déclarer aux impôts. Ok, bah écoute, ça a l'air hyper puissant et du coup dans tout ce que tu as décrit, bah, on voit tout le potentiel finalement que la blockchain apporte dans votre solution. J'imagine aussi que techniquement, il y a beaucoup de choses à développer et que c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, bah, j'en profite pour te demander où est-ce que vous en êtes un peu en termes de roadmap technique et voilà, quels sont finalement vos prochains jalons clés, dans le développement du produit? On a créé le projet en avril 2022 et pendant un an et demi, on a fait que du technique et du réglementaire. Ça veut dire qu'on a fait tous nos tests sur notre infrastructure, blockchain, les différentes technologies, le contrôle délégué de la self-custody, la sécurisation de clés privées, donc tout un tas de choses qu'il faut pouvoir gérer pour offrir une telle plateforme aussi simple d'utilisation. Et le côté réglementaire, c'est que aujourd'hui on a l'enregistrement PSAN de l'AMF, qui est donc prestataire de services en actifs numériques, c'est-à-dire qu'on est régulé par le régulateur français pour pouvoir opérer des investissements sur la blockchain, sur des crypto-monnaies. Et une fois qu'on a débloqué ça, donc en juin 2023, date de notre enregistrement PSAN, on a vraiment commencé à travailler sur les aspects produits, business, marché. Donc on a cherché notre premier marché parce que on peut, avec une technologie comme celle de Kamea Labs, tu as bien compris qu'on peut aider les entrepreneurs à lever des fonds, mais aussi les investisseurs particuliers à investir.
les tokenisateurs à distribuer leurs produits tokenisés, les fonds d'investissement à accéder à de nouveaux clients. Donc, il y a tout un tas de use cases qui sont débloqués et il faut bien les agencer dans le temps. Donc, la première chose qu'on a commencé à faire, c'est de travailler sur la levée de fonds. Et aujourd'hui, on a développé une plateforme de levée de fonds qui s'appelle Genki et qui permet aux entrepreneurs de lever en equity ou en crypto sur tout type de tickets, même les plus petits, même 100 euros s'ils veulent, en acceptant les fiat et les cryptos dans leur tour de table et en automatisant entièrement leur levée de fonds. Donc moi, je l'utilise par exemple pour ma levée de fonds actuelle. J'accepte dès 1000 euros le ticket minimum grâce à cette plateforme. Je n'ai plus rien à faire, j'envoie le lien à mes investisseurs et c'est eux qui passent leur KYC sur la plateforme directement. Puis ils signent la documentation juridique du tour qui est générée automatiquement en fonction de leur réponse au KYC. Et finalement, ils arrivent à la brique de paiement et ils payent s'ils veulent en crypto ou en euros. Ça fait pas de différence pour nous vu qu'on est régulé. On peut faire le changement comme on veut et on fait en back-office toute la compliance du tour, y compris sur les cryptos entrantes, vu qu'on est régulé. C'est-à-dire que si jamais tu m'envoies un Bitcoin pour investir dans la levée de fonds, on va checker l'origine du Bitcoin en plus de vérifier ton identité et vérifier qu'il n'est pas passé par des choses interdites ou du blanchiment d'argent ou même des scams tout simplement. Et à partir de là, on veut faire évoluer cette plateforme vers la banque d'affaires dont je t'ai parlé, donc rajouter d'autres types de levées de fonds et d'actifs accessibles via cette plateforme-là, rajouter des dashboards et les possibilités de faire des club deals ou de rejoindre des fonds. Et puis finalement, pour pouvoir distribuer tout type d'actifs, il nous manque encore un ou deux agréments. Donc on travaille aussi sur le côté réglementaire. On est aujourd'hui PSAN, mais on est en train de faire notre dossier pour passer MiCA, qui est donc l'agrément équivalent nouveau et à l'échelle européenne. Et dans la foulée de ça, on a d'autres agréments qui sont prévus pour aller accomplir notre vision. Donc là, il nous reste encore, je dirais, 1 an et demi à 2 ans de construction pour arriver vraiment à la banque d'affaires pour tout le monde. Bah, écoute, en tout cas, gros boulot sur, sur le sujet réglementaire. J'imagine que c'est compliqué au quotidien, mais d'un autre côté, ça vous donne aussi un avantage concurrentiel fort par rapport à de nouveaux entrants qui voudraient potentiellement développer des choses similaires à ce que vous faites. Et ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que finalement, vous êtes un peu alors, le client test, je sais pas s'il y en a eu d'autres avant vous, mais je trouve ça bien que ce soit vous finalement qui soyez un des premiers utilisateurs de votre produit parce que bah voilà, vous allez pouvoir faire entre guillemets le crash test et je trouve que c'est un super en tout cas argument commercial aussi pour la suite. Tu disais tout à l'heure que votre objectif c'était aussi de permettre à tout le monde d'investir dans le top 1% des projets. Justement, comment vous faites la curation et la sélection des projets pour être sûr aussi de proposer voilà, des dossiers de qualité à vos futurs investisseurs? Alors la tagline, c'est d'investir comme le top 1% des investisseurs, mais donc ça veut dire en effet dans le top 1% des projets. Bah, tout simplement, on aimerait inviter les investisseurs professionnels à faire cette sélection pour nous, car ce sont les investisseurs professionnels comme les fonds ou les club deals qui ont toutes les ficelles du métier d'investisseur, c'est-à-dire de l'analyse à la due diligence, à même la gestion de l'investissement sur sa durée et puis l'exit à la fin. Ce que les investisseurs particuliers savent beaucoup moins faire. Ils peuvent être forts à choisir et à investir certaines sommes, mais après, pour sortir, ça peut être parfois plus difficile de trouver le bon moment et de le faire dans les bonnes conditions. Et donc, ce sont à travers les fonctionnalités de Club Deal et de fonds d'investissement qu'on aimerait qu'il y ait de plus en plus de connexions entre les investisseurs professionnels et particuliers. Alors, bien sûr, on commence par la levée de fonds parce qu'on résout un pain point vraiment fort pour les entrepreneurs aujourd'hui, notamment dans le Web 3, où il y a un fort besoin de compliance, mais aussi pour le Web 2, où il y a de plus en plus le besoin d'onboarder des petits tickets, ça veut dire ses friends and family, sa communauté, ses premiers utilisateurs. Ça veut dire que ce sont au final, à travers des club deals ou des fonds d'investissement, qui aura le plus d'investissement sur la plateforme. À mon sens, peut-être que je me trompe, il reste à voir comment vont se comporter les investisseurs. C'est sûr que c'est un jeu amusant, excitant de réussir à faire par soi-même des bons investissements. Mais c'est sûr qu'un portefeuille bien ficelé inclurait quand même des deals avec des professionnels qui, eux, ont la meilleure curation. Bien sûr, nous, on fait aussi à l'entrée tous les KYB, donc la due diligence qu'il faut sur nos clients. Ça veut dire des startups qui lèvent des fonds
pour vérifier que elles sont bien identifiées, qu'il n'y a aucun flou. Donc on fait vraiment une due diligence administrative pour vérifier que ce sont bien des gens normaux et des startups legit. Bah écoute, merci en tout cas pour la présentation détaillée de ce que vous développez en ce moment chez Kamea Labs. Ce que je te propose pour la dernière partie de l'interview, c'est qu'on aille sur des questions un peu plus personnelles et avec peut-être un peu plus de prise de recul, à la fois sur ton parcours d'entrepreneur, mais aussi voilà sur ton, on va dire ce que tu peux observer dans le secteur du Web3 plus largement. Déjà, toi qui es entrepreneur voilà, depuis quelques années, et notamment dans le Web3. Tu parlais tout à l'heure des défis réglementaires, voilà, aussi des défis techniques que vous avez eus depuis bientôt 2 ans chez Kamea Labs. Si tu devais donner un ou deux conseils à un entrepreneur Web3 là, qui est sur le point de se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? De réfléchir à 2 fois avant de lancer un token, déjà, parce que c'est vrai que c'est très rapide d'habitude. Les projets se lancent et veulent tout de suite sortir un token pour se financer. Alors je comprends l'aspect financement, et en bull market ça marche très bien, en bear market ça marche peut-être un peu moins bien. Mais en boule, ça fait aussi beaucoup de dégâts au final, parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent et qui savent justement pas quand sortir, comment sortir, et qui se retrouvent en bear market avec des positions moins 90%, parfois plus. Donc je dirais réfléchis à 2 fois avant de faire un token. Pour moi, il faudrait vraiment qu'il y ait de la utility dans ce token. Il faut qu'il soit lié à un use case, à la performance économique du projet, tout simplement, qui se comporte en fait un peu comme le capital d'une entreprise. Si on parle d'un projet décentralisé, bah, le token est censé en montrer la valeur totale, en quelque sorte. Il peut y avoir aussi d'autres pistes de utility, mais en général, les tokens les plus pertinents sont ceux les plus bas niveau dans la stack technique. Donc, par exemple, pour les blockchains ou les protocoles, ça peut être pertinent d'avoir un token rapidement, mais pour des D-apps, peut-être pas forcément. Et les utilities seront forcément plus communautaires ou, comment on appelle ça, programme d'avantage client, quoi, de ce type-là. Donc, et un token mal ficelé ou sorti trop vite, ça peut tuer un projet qui essaye de se battre pour stabiliser le prix au lieu de travailler à se développer comme il faudrait. Donc, premier conseil, je dirais attention au token. Il faut bien y réfléchir, quoi. Yes, bah écoute, oui, oui, je partage à 100%. C'est vrai que souvent c'est une solution entre guillemets de facilité parce que bah si on est en plus dans un contexte de marché favorable, on peut faire rentrer assez rapidement beaucoup d'argent avec le lancement de son token, mais ouais derrière on sous-estime souvent tout ce qu'il faut et notamment les sujets de regulatory, les sujets aussi par exemple de market making qui peuvent coûter très très cher comme tu disais pour maintenir le cours d'un token et ce qui fait aussi que ouais on s'éparpille et finalement on peut des fois passer notre temps à gérer le token alors qu'en fait ouais, on développe pas le corps du projet quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, bien entendu. Merci beaucoup pour ce conseil. Toi, alors bien entendu, si tu vis ton projet à 500% et j'imagine que même si voilà tu t'es focus dessus, tu as quand même une petite oreille attentive sur ce qui se passe aussi à côté. Est-ce qu'il y a une tendance ou un autre projet qui te hype particulièrement en ce moment? Ouais, il y a des tendances qui me hype pas mal. La première, je dirais que c'est l'interopérabilité. Il y a de plus en plus de L1, de plus en plus de L2, mais elles sont toujours assez ségrégées. Ce sont des écosystèmes assez fermés au final. Et donc, il y a des projets qui, by design, maintenant se montent avec de l'interopérabilité en vision, donc avec des outils déjà développés sur la blockchain pour que ça soit connectable à d'autres écosystèmes. Et il y a des projets qui se sont lancés, comme Polkadot, comme NIR, comme Layer Zero, qui vont beaucoup plus loin dans la gestion de l'interopérabilité et la possibilité de connecter différents écosystèmes entre eux, sans qu'il y ait tous les risques actuels, par exemple avec les bridges, où assez facilement le bridge peut se faire hacker, et au final, bah, l'interopérabilité est vraiment affectée par ce genre de choses. Donc ça, c'est une grosse tendance que je suis, mais je remarque que c'est pas encore suffisamment mature pour qu'on ait un monde blockchain où justement tous les écosystèmes sont connectés entre eux et que c'est fluide et qu'il y a beaucoup moins de risques. Donc il va falloir encore quelques années. Une autre tendance qui me plaît particulièrement, c'est l'account abstraction, et en tout cas toute solution qui permet de simplifier la UX, donc l'accès vraiment au Web3, parce que ça reste un écosystème qui est assez compliqué à comprendre et à manipuler, euh, pas forcément intuitif, et il faut mettre les mains dans le cambouis
et parfois faire des erreurs pour finalement apprendre comment bien gérer un wallet, sa sécurité, comment sécuriser les clés privées, comment se connecter à des protocoles, comment faire des opérations, contrôler les gas fees, etc. Donc, ce sont vraiment les deux grosses tendances qui me hype un peu le plus en ce moment. Et après, en termes de techno pure, bah, je suis en train de suivre pas mal tout ce qui est zero knowledge depuis un moment. Et je vois que ça commence à être mature et qu'on peut en faire beaucoup plus de choses que ce que je pensais, notamment avec ce que Starknet est en train de faire actuellement. Donc, pareil, je suis ça d'assez près. Bah, écoute, merci pour ces, allez, on va dire pour ces 3 partages. C'est cool d'avoir ta vision là-dessus. On arrive déjà à la dernière question de l'épisode, ça passe vite, comme tout le temps. Alors la dernière question, elle est toujours un peu complexe, mais voilà, si tu avais une feuille blanche et un crayon et que tu pouvais me dessiner ton Web3 idéal, à quoi tu aimerais qu'il ressemble? J'aimerais qu'il ressemble au monde avant le Web 3, mais avec du Web 3 dedans. Ça veut dire au final quelque chose où le Web 3 est invisible, où se voit pas forcément. Ce serait tout un tas de protocoles et de process qui se passent dans les back-ends des solutions informatiques et qui simplement changent la manière dont les gens détiennent le pouvoir de ce qu'ils génèrent comme valeur, que ça soit donc de l'argent, que ça soit de la data, que ça soit nos identités. Au final, les mêmes services que ce qu'on utilise aujourd'hui, le Web 2 a amené pas mal de choses. Il est très critiquable, mais il a ramené pas mal de bonnes choses quand même, des solutions qui améliorent un peu la vie de tous les jours, d'autres qui pas forcément améliorent, mais permettent de connecter, communiquer des gens. Bon, en tout cas, le Web 3 pourrait venir s'insérer comme une surcouche, une sous-couche plutôt, dans le back-end de ces solutions-là. Donc, au final, quelque chose qui se voit pas forcément quand on l'utilise tous les jours, mais qu'on utilise tous les jours, tout simplement. Yes, bah écoute, ouais, je partage totalement, hein, finalement. Le meilleur du Web3, ce sera peut-être quand on n'en parlera plus, mais qui sera partout. Et ouais, effectivement. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup voilà, d'avoir pris le micro pour Behind the Change. J'étais vraiment super content de te recevoir pour cet épisode. Merci pour tous tes partages. Bravo aussi pour voilà, ce que vous avez déjà réalisé. Et puis avec Kamea Labs, et bien entendu, je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Et puis bah écoute, je te laisse le mot de la fin, comme d'habitude, si tu veux conclure et dire un petit mot aux auditeurs. Avec plaisir, Romain, et merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je suis ton podcast depuis presque le début, donc je suis très content de passer dedans. Et en dernier mot, je pense que si on donne le choix à tout le monde d'investir son épargne dans ce qu'il veut, alors le monde va fondamentalement changer dans quelques dizaines d'années, parce que les gens veulent financer des choses qui leur tiennent à cœur et non pas seulement des choses qui font le plus de performances financières, contrairement aux investisseurs professionnels. Donc, c'est en changeant qui tient le pouvoir de financer le monde que le monde pourra changer. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place comme vision avec Kamea Labs, la banque d'affaires de tout le monde. Écoute, c'est noté. Merci pour tout ça. Et puis, écoute, on mettra bien entendu le lien vers, voilà, vers votre solution pour ceux qui souhaitent aller jeter un œil. Je te dis à très vite, André, et bonne fin de journée. Salut. Merci beaucoup, Romain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.